Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une de ce Guyane Soir, le festival Waïsela, l'événement du week-end. Plus de 30 artistes invités sur 2 jours à Kourou. Les concerts se terminent ce soir. Hier, nous y étions. Reportage sur une nuit de folie dès l'ouverture de ce journal. Ils sont une vraie plaie à Cayenne. Environ 200 logements vides ou habités illégalement. La municipalité tente d'y remédier. Vous le verrez, même avec la loi Letchimy visant à régler le partage entre les héritiers, le problème demeure. Un dossier à découvrir dans votre Guyane Soir. C'est sa 2e victoire dans la catégorie élite. Le sociétaire de l'espoir cycliste guyanais Myron Stanis a décroché le titre de champion de Guyane durant la course de 150 km à Remire-Montjoly face à des adversaires costauds. Le coureur de 25 ans n'a rien lâché. Les festivaliers se sont donc déplacés en nombre ce samedi lors de la première nuit du festival Waïsela pour profiter des artistes locaux et internationaux qui ont endiablé la scène installée sur la plage des Cocoteraies à Kourou. Brigitte Wap, Jean-Gilles Assard. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens prendre du plaisir, je viens m'amuser, madame, c'est la bringue, c'est la bringue. Une ambiance dancehall sur la plage de la Cocoteraies à Kourou. Le public a répondu présent pour cette 2e édition du festival Waïsela. Sur la scène, les DJ se succèdent. Au platine, DJ Nono, un artiste de Kourou qui prend plaisir à performer devant son public. Il y a énormément de travail avant d'arriver là et faire tout ça. Ça marche bien. Il y a eu le Covid, ça marchait pas. Maintenant, on prend notre revanche là. Kourou, c'est ma ville, donc c'est bien de représenter devant son public. Le dress code pour ce festival, tenue de plage. Les jeunes filles comme les garçons ont joué le jeu. J'aime beaucoup aussi le maquillage, les activités, c'est trop bien. On aime la vibes. Oui, on aime danser, on aime la musique. Les filles dansent le twerk, cette danse très populaire parmi les fans de dancehall et de reggaeton. Elles danseront encore ce soir pour la 2e soirée avec encore plus d'artistes sur scène. Sur 2 jours, on est sur un plateau d'une 30aine d'artistes avec une dominante de DJ parce qu'on est un festival de DJ à la base. Et puis des artistes en live qui vont se produire comme Lion P, Poplan, les Blue Stars qui vont faire un vidé dans le sable. C'est ça qui est beau en fait, c'est qu'on a réussi aujourd'hui à mélanger des styles pour que tout le monde se retrouve et d'attirer en fait le plus grand nombre de festivaliers. Ce festival a déjà rencontré son public en 2022 avec 3000 spectateurs. Pour cette édition, Byron Messia, une star jamaïcaine de la dancehall, est attendue ce soir. Au chapitre fait divers, un nouvel homicide sur le territoire. Dans la nuit, un homme a reçu une balle en pleine tête à Matoury vers minuit. Une enquête a été ouverte par la brigade de la gendarmerie de la commune. La liste s'allonge. Depuis le début de l'année, au moins 25 meurtres ont été enregistrés. L'an dernier, 47 personnes au total avaient été tuées en Guyane. Je vous le disais en titre, les maisons inoccupées ou squattées à cause de problèmes d'indivision au sein des familles sont un véritable casse-tête pour la mairie de Cayenne. Parmi les conséquences, des problèmes d'insécurité pour le voisinage. Malgré la loi Letchimy destinée à résoudre le blocage des successions, cela semble insoluble. Le dossier de ce Guyane Soir est signé Catherine Boutet et Clotilde Séraphin-Georges. Certaines sont centenaires. Ces maisons créoles donnent au centre-ville historique de Cayenne un vrai cachet. Beaucoup ont bénéficié d'un lifting, mais d'autres se meurent, inoccupés ou squattés. La mairie du chef-lieu a créé en 2018 le service LH2I pour lutte contre l'habitat indigne et informel. Parmi ses missions, recenser les bâtiments en attente de succession. Au sein du service, nous avons 2 enquêtrices qui sont policières et qui vont sur le terrain en collaboration avec mes collègues de la police municipale, en renfort, bien sûr, puisque nous ne connaissons pas le profil des squatteurs, pour pouvoir effectuer cette mission. À l'issue, un rapport est rédigé et transmis à l'ensemble de nos partenaires. Donc il y a 2 parties d'indivisaires, il y a certains qui sont en désaccord entre eux, et il y a d'autres qui sont en accord, et malgré cela,
ils sont quand même bloqués par les notaires qui ne veulent pas ouvrir les successions. En 2022, au centre-ville de Cayenne, 57 maisons étaient inoccupées, 35 squattées. Hors agglomération, les chiffres sont multipliés par 2. 93 squattées, 54 inoccupées, soit environ 250 maisons, un chiffre en augmentation chaque année. Avec les problèmes de succession et d'indivision, difficile de dynamiser le cœur de ville. Énormément de familles reviennent vers nous parce que soit un frère ne veut pas, une sœur ne suit pas, ou carrément parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin dans leur succession financièrement, parce que le notaire leur dit tout simplement on ne peut pas vous prendre, et pourtant le dossier est là. Donc on a effectivement beaucoup de problématiques comme celle-ci. En quelques années, une partie des maisons du canal de l'Est sont par exemple devenues des repères pour les sans domicile fixe et les vendeurs de drogue. Compliqué d'être propriétaire dans le quartier. Il y a du squat, il y a du deal, il y a de la prostitution. Et voilà, donc le quartier devient infernal. Donc pour vous dire, nous qui sommes venus ici avec l'idée de reconquérir le quartier, mais nous sommes sur le départ. Mes collègues de la police municipale font quotidiennement, matin, midi, soir et de nuit également, des passages pour pouvoir appréhender, interpeller les auteurs des différents trafics et des nuisances qu'ils occasionnent dans ce secteur. Parmi les maisons en indivision, certaines sont dangereuses, avec risque d'effondrement. L'an dernier, 8 d'entre elles ont été détruites car classées en péril imminent. Celle-ci a été repérée par les services de la mairie. La famille va être prévenue. Le maire sera obligé de se situer à eux s'ils ne veulent pas faire ce qu'on leur demande à faire, c'est une l'arrêter. Et là, on n'aura pas de pour tergiverser. Là, il faudrait prendre des mesures de mise en sécurité des biens des personnes. Donc casser ? Casser, si c'est pas cassé, faire de manière à ce qu'enlever les parties qui risquent de tomber, s'écrouler sur la voie publique. Des problèmes communs aux Outre-mer. Environ 45% du foncier est paralysé en Martinique et en Guadeloupe. La loi de Serge Letchimy a apporté beaucoup d'espoir. En 2018, le député martiniquais a fait voter un texte sur l'indivision successorale. Elle concerne les successions ouvertes depuis plus de 10 ans et permet de déroger à la règle de l'unanimité des indivisaires pour la vente et le partage des biens. Dans la pratique, elle est très peu utilisée, très chère pour les héritiers et trop de lourdeur pour les notaires. Et en Guyane, ils ne sont que 6. Mais le pire, c'est que tous les héritiers qui n'ont pas provoqué le partage et la vente soient en fait notifiés par voie extrajudiciaire. Donc lorsque vous avez 23 héritiers ou des héritiers qui se trouvent en métropole ou au Canada, etc., c'est mission impossible. Conscient des difficultés, en Martinique, la collectivité territoriale et l'État ont mis en place un groupement d'intérêt public. Un outil pour accompagner les notaires. Il sera installé fin 2023. Beaucoup de moyens surpris, près de 2,5 millions d'euros qui a été mis en place parce qu'il faut des experts, il faut des spécialistes. On a pris nos responsabilités pour pouvoir permettre aux notaires de déblayer le terrain, y compris la reconstitution des titres. Maintenant, si on fait tout ça et les notaires restent campés sur leurs décisions par crainte parce que ça va au gaz, quoi, c'est l'expression qu'on emploie, très sincèrement, personnellement, je ne pouvais pas interdire à une famille de déposer une procédure contre un notaire. Selon maître Corinne Salibur, notaire à Cayenne et présidente de la Chambre des notaires de Martinique et Guyane, la création d'un GIP pourrait être une solution. Ces travaux du groupement seront donc attentivement suivis en Guyane. Notez que le comité interministériel des Outre-mer, le CIOM, réuni le 18 juillet dernier à Paris, a décidé la prolongation jusqu'en 2038 de la loi Letchimy visant à faciliter la sortie de l'indivision. D'ailleurs, pour faire suite au CIOM, une réunion à l'initiative du président du Conseil régional de Guadeloupe à Richalus a eu lieu hier entre les présidents des collectivités de territoires ultramarins pour réaffirmer leur volonté de changement et de décider ensemble des politiques à mener. Voyez le reportage de nos confrères de Guadeloupe la première. Une signature symbolique, comme pour entériner l'unité affichée aujourd'hui. Presque un an, jour pour jour, après l'appel de Fort-de-France, les voilà à nouveau réunis. Il y a là les différents présidents des collectivités ultramarines, Guadeloupe, Martinique et Mayotte, et en visioconférence, Saint-Martin, la Guyane et Saint-Pierre et Miquelon. Afficher un front commun, voilà en quelques mots tout l'objectif de cette rencontre. C'est
avec cette unité que nous allons démontrer notre force. Ce qui est important maintenant, c'est mettre un calendrier en place suite au SIOM pour que nous puissions vraiment concrétiser ces points qui ont été adoptés, parce qu'on a eu de belles avancées, mais pas encore concrétisées, et un calendrier pour que nous puissions nous rencontrer au moins une fois par année. Dans le viseur de ces élus, le SIOM et la mise en place de ces 72 mesures, parmi lesquelles la réforme de l'octroi de mer ou encore la loi Letchimy sur l'indivision. Tous s'accordent à dire qu'il faudra aller bien plus loin. Ce sont des avancées. Maintenant, aide-toi le ciel t'aidera. C'est ce que la Bible dit, je crois. Bon, donc attendre tout de l'État de l'extérieur, c'est pas ma nature. Moi-même, contre moi. Je ne vais pas demander l'émancipation et puis toujours tendre la main sans quoi moi. Bon, donc je me débrouille moi-même. J'ai besoin de m'émanciper. Je n'ai pas besoin de tutélisation ni économique, ni mentale, ni morale. On a vu dans le SIOM une construction d'une deuxième usine de désalisation, mais ce n'est pas suffisant. Nous prenons une autre retenue collinaire, une autre usine aussi de dessalement qu'il conviendrait de mettre en place dans les meilleurs délais. Nous espérons qu'à moyen terme, on pourra résoudre d'une manière durable ce problème de pénurie d'eau à Mayotte. Autre point de cette séance, le débat autour de la révision constitutionnelle. La réflexion est d'ores et déjà engagée. Elle devrait durer 6 mois en Guadeloupe. Une nouvelle réunion est prévue avant la fin du mois d'août pour décider ensemble de l'application concrète de toutes ces mesures. Tout autre chose, au cours de ces 3 dernières années, la population martiniquaise a passé des tests pour vérifier son taux de chlordécone dans le sang. 17 800 personnes ont fait cette démarche gratuite en laboratoire, rendue publique par l'Agence régionale de santé de Martinique. Certains résultats sont inquiétants. Delphine Besse et Marc Balsa. Sans ordonnance, sans rendez-vous et surtout gratuit depuis novembre 2020. Le dosage du chlordécone dans le sang n'a pourtant mobilisé qu'un petit nombre de Martiniquais. Moins de 18 000 volontaires ont voulu faire le test. Si le nombre d'analyses double chaque année, il reste bien insuffisant pour dégager des statistiques sur l'ensemble de la population. Néanmoins, une tendance est à la baisse. Initialement, 25% des tests réalisés dépassaient la valeur toxicologique de 0,4 microgrammes par litre de sang. Un taux inférieur à 17% en 2021 et 11% l'an dernier. Cette année, les diététiciens ont visité 400 personnes présentant des taux importants. Dans le plan Chlordécone 4, c'est quand même la première fois qu'on va vraiment de porte à porte chez les usagers. Donc il y a quand même un progrès qui est fait. On apporte une attention sur la traçabilité des produits. Et quand on a des cultures à domicile ou des élevages avec des poules ou des moutons, il est très important d'avoir fait tester ces sols au préalable pour être sûr du fait que le sol ne soit pas pollué. Au niveau des eaux aussi, de la consommation d'eau, certaines personnes s'alimentent encore avec les sources de bord de route en termes d'eau. Et ça, c'est des comportements qu'il faut complètement bannir. La chlordéconémie la plus importante est relevée dans le Nord Atlantique. Cette année, déjà 700 ouvriers agricoles ont bénéficié d'un prélèvement directement sur leur lieu de travail. Certains résultats sont alarmants. Et de façon constante, 0,2% des taux constatés dépassent 10 microgrammes par litre. Des victimes d'une exposition prolongée pour laquelle les pouvoirs publics n'ont pas encore élaboré de parcours ni prise en charge spécifique. Les gens qui ont plus de 10, il y en a quand même très très peu. Donc il faut quand même aussi relativiser. La deuxième chose, c'est que... il y a des gens qui meurent quand même. Il y a des gens qui meurent, mais on ne fait pas le lien avec la chlordéconémie. Moi, je peux pas dire ça. Ça n'est pas du tout documenté. Nous conseillons évidemment aux gens d'aller consulter, parce que de toute façon, si on est malade, il faut aller consulter. Et la prise en charge, elle se fait normalement. Et d'où l'intérêt, j'en reviens encore une fois, de dire, première chose, faites le dosage. Une invitation à la responsabilité individuelle qui se heurte de fait aux peurs d'une partie de la population face à tout diagnostic. Retour chez nous, Myron Stanis, nouveau champion de Guyane de cyclisme. Le sociétaire de l'espoir cycliste guyanais s'est imposé au sprint ce matin à Remire-Montjoly devant Teddy Octavia du VCK et Evenson Nicolas du VCM. C'est son 2e titre chez les seniors. Jean-Gilles Assard, Abel Parnasse. Comme de coutume, à chaque victoire, les supporters de l'espoir cycliste chantent. Le style est plus tendance, mais le champion, lui, n'a pas changé. Myron Stanis, après 2019, renoue avec le titre. Une victoire construite tout au cours des 150 km de course. En tête, dès le départ, dans un groupe de 8 en compagnie de Dylan Will, Teddy Octavia, Damien Laversane, Dan Fromard, Terry Sangyemoy, Clef Apensa et Evenson Nicolas,
il va faire la course aux avant-postes. Derrière, Adrien Boyer, William Doxin et Mario Jandia ont manqué le bon wagon. Et un championnat n'est pas une course comme les autres. Les spectateurs, nombreux bien installés autour du circuit, le constatent tout en pronostiquant. Si ça roule devant, si les gars sont devant, ouais, ça rentre pas. Mais bon, c'est comment les courses se passent. Hein. Mais je pense que ça va arriver au sprint. Voilà. Ça arrive au sprint, hein. C'est bien qui gagne. Ça arrive au sprint. Ce sont les plus forts qui gagnent généralement? Pas obligé, mais c'est un circuit fatigant aujourd'hui. Et ça se voit dès le premier tiers de la course, Dan Fromard lâche prise. Puis, à peine ça, Laversane, Will craque à leur tour. Imité à 30 km de l'arrivée par Terry Sangyemoy, le sprinter. Dès lors, un homme dans le groupe de tête paraît au-dessus de ses compagnons. C'est Ivenson Nicolas du VCM. À moins de 20 km de l'arrivée, il attaque à 3 reprises, laissant sur place ses adversaires. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Il se fait reprendre à chaque fois saisi de crampes. Comble de malchance, à 300 mètres de la ligne, le Saint-Laurentais est victime d'un saut de chaîne, annihilant tous ses espoirs de titre, tout comme ceux d'Octavia. C'est rageant parce que quand on est plus fort physiquement et puis qu'on attaque de partout, on lâche les adversaires et puis après à la fin, des choses. Franchement, c'est rageant. Je faisais de la crampe, donc une deuxième place, vraiment pas déçu et franchement félicitations à tout le monde. Myron Stanis ne se fait pas prier pour aller décrocher son second titre de champion senior, récompensant sa persévérance. Je ne pensais pas gagner vu qu'à la fin j'étais un petit peu juste. Mais c'est vrai qu'il faut jamais lâcher, il faut toujours croire et c'est ce que j'ai fait jusqu'à l'arrivée. Malheureusement, à une semaine du Tour de Guadeloupe et à 3 semaines du départ du Tour de Guyane, ils n'ont été que 14 sur les 27 engagés à réaliser les 150 km. Il y a encore du travail à faire. Et chez les U19, le champion est Dylan Saint-Martin, suivi de Clayvon Kwame. À la 3e place, Tyrис Bazir, 4e à l'arrivée. Séfiane Létard. Les 4 sont issus de l'espoir cycliste guyanais. Dans l'Ouest, la 11e nuit du Samboula s'est achevée au lever du jour ce matin au Carbet communautaire d'Awala Yalimapo. L'événement a commencé dès vendredi soir avec une conférence et un défilé. Hier soir, c'était donc la grande nuit au son du tambour Kaligna, mais pas que. Véronique Betts, Ingrid Soseisma. 8 heures durant, toute la nuit, le fameux Samboula a résonné dans le Carbet communautaire d'Awala Yalimapo. Le Samboula, c'est le tambour traditionnel Kaligna, au cœur de toutes les cérémonies, un instrument, une musique, symbole de toute une culture. Le Samboula qui désigne à la fois la musique, mais surtout le tambour. Finalement, on est dans du patrimoine matériel, mais aussi immatériel complètement. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est un élément qui est très symbolique de l'identité Kaligna, du chant Kaligna, donc finalement de la langue Kaligna. Grâce aux précédentes nuits du Samboula, le tambour d'Awala Yalimapo est sorti du village à la rencontre d'autres cultures, bushinangue et créole. La langue Kaligna est encore présente à travers différents styles de musique, notamment à travers le reggae, à travers d'autres styles. Aujourd'hui, des artistes guyanais, non kalignaphones, s'intéressent maintenant à la langue Kaligna, à composer dans la langue Kaligna. Tambour pour découvrir nos campagnes. Toute la semaine, Amazon Tambou et le groupe de Yalimapo, Pallana Bonon, ont travaillé ensemble. Hier soir, ils ont livré le résultat de leur résidence artistique, la rencontre entre le tambour créole et Kaligna. Ce sont des tambours, le tambour créole guyanais, mais aussi le samboula, qui se marient très bien finalement sur le lérol, sur le kamougué, sur le gragé, et ça vient casser tous ces préjugés que nous avons, qui veulent nous faire comprendre qu'il n'y a pas de lien, mais alors qu'il y a un socle, il y a quelque chose qui nous lie. Le Samboula comme trait d'union, un partage intercommunautaire, quand la peau des tambours et les peaux des mains se rejoignent dans une même communion toute la nuit. Voilà.
c'est sur ces images que s'achève votre journal. Merci d'avoir été avec nous. Demain, le Guyane Soir sera présenté par Anthony Hiller. Passez une très belle soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.